Ma grand-mère disait toujours, quand le bon Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, mais parfois, mon enfant, il faut ramper à travers l'enfer pour trouver cette fenêtre. Alors qu'il est, attaché à ce pain, les poignets en feu et du sang coulant sur ma tempe, je me dis que grand-maman Rose parlait peut-être d'un autre genre d'enfer que celui auquel je suis confronté. La corde me coupe profondément à chaque fois que j'essaie de bouger. Mon épaule gauche hurle là où ce fils de m'a frappé avec une clé à molette, et il y a quelque chose qui cloche avec mes côtes. Chaque respiration donne l'impression d'avaler du verre brisé. La forêt autour de moi est trop silencieuse, un silence qui vous donne la chair de poule et vous fait tendre l'oreille pour entendre des sons qui ne viennent pas. 18 heures, c'est ce que le docteur Rachel Stone m'a dit lors de mon dernier examen médical à propos des hémorragies internes. Si jamais tu reçois un coup violent à l'abdomen, Sarah, tu as peut-être 18 heures avant que ça ne devienne mortel. Ces mots résonnent dans mon crâne maintenant que je sens une chaleur humide se répandre sur ma chemise d'uniforme. J'aurais dû écouter Jim Patterson, j'aurais dû attendre des renforts, j'aurais dû faire tellement de choses différemment. Mais me voilà, et cet endroit n'a rien de bon. L'attaque me revient par flash, je marchais vers l'entrée de cette mine abandonnée, suivant des traces de pneus trop fraîches, trop délibérées, le craquement d'une branche derrière moi, je me suis retourné juste à temps pour apercevoir un visage que j'ai reconnu avant que le monde n'explose en étoiles et en douleur, puis les ténèbres, et maintenant cet arbre, cette corde, ce compte à rebours qui s'égrène dans mon sang. Un son perce l'air matinal, lointain, plaintif et douloureusement familier, un hurlement. Mon cœur se soulève contre mes côtes meurtries parce que je connais cette voix, c'est rangé et il me cherche. 8 ans, ce berger allemand avec des cicatrices sur le museau depuis son séjour en Afghanistan et des yeux qui en ont trop vu, tout comme moi. Nous nous sommes trouvés il y a 3 mois au refuge pour animaux de Pine Valley, 2 âmes brisées qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle éclaté. Le hurlement revient, plus proche cette fois, et j'essaie d'appeler, mais ma voix craque comme du vieux cuir, ma gorge est à vif, probablement à cause des cris pendant l'attaque, bien que je ne me souvienne pas de grand-chose après le premier coup. Un goût de cuivre me remplit la bouche et je crache du sang sur les aiguilles de pin à mes pieds, le temps s'échappe comme de l'eau entre mes doigts. Le soleil monte dans le ciel, peignant tout avec cette lumière dorée qui devrait être magnifique, mais qui me rappelle à quel point je risque de ne plus jamais revoir la lumière. Quelque part à Pine Valley, Tommy Whitfield me cherche probablement aussi. Ce garçon en a déjà assez vécu, il a perdu ses parents dans ce que tout le monde appelle un accident de voiture, bien que grand-maman Rose ait ce regard dans les yeux chaque fois qu'on en parle, comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. Je ferme les yeux et essaie de me souvenir du dernier dessin de Tommy, celui qu'il m'a montré hier matin avant que je parte en patrouille, un chien aux yeux tristes assis à côté d'une femme en uniforme. Sur le moment, j'ai pensé que c'était juste une autre de ces images, la façon dont ce garçon appréhende le monde depuis qu'il a cessé de parler après la mort de ses parents. Maintenant, ça ressemble à une prophétie, les cordes se resserrent à mesure que mes mains gonflent. Quiconque a fait ça savait ce qu'il faisait, des nœuds professionnels positionnaient juste ce qu'il faut pour couper la circulation sans me tuer sur le coup. Ils veulent que je reste en vie, du moins pour l'instant. La question est pourquoi, et cette question me fait plus peur que la douleur, plus que le sang, plus que le compte à rebours de 18 heures qui s'égrène dans mon ventre. Un autre hurlement, et cette fois il est assez proche pour que j'entende le désespoir qu'il contient, Ranger me traque, suivant la trace de parfum que j'ai laissée quand ils m'ont traîné de l'entrée de la mine à cet arbre. Ce chien a des instincts qui rendraient jaloux un chien de sang et une loyauté plus profonde que les torrents de montagne. S'il y a quelqu'un qui peut me trouver dans ces milliers d'hectares de nature sauvage de Pine Valley, c'est lui. Mais me trouvera-t-il à temps? Et s'il me trouve, que se passera-t-il? C'est un chien contre celui ou ceux qui ont fait ça. Et j'ai le pressentiment que ce n'est pas fini. On dirait que c'est personnel, on dirait que quelqu'un a planifié ça, qu'il attendait le bon moment pour passer à l'action. La dernière chose dont je me souviens, avant que tout ne devienne noir, c'est d'avoir pensé au dessin de Tommy. La femme en uniforme avait l'air effrayée, ligotée, et le chien courait vers elle, pas en s'enfuyant. Même dans le croquis au crayon d'un enfant de 9 ans, ce berger allemand avait l'air déterminé, on aurait dit qu'il venait sauver la situation. J'espère que ce garçon est aussi prophétique qu'artiste, parce qu'en ce moment, Ranger est mon seul espoir. La forêt reste silencieuse, à l'exception du bruit de ma propre respiration saccadée et de l'appel lointain d'un chien qui refuse d'abandonner, tout comme son humaine, tout comme moi. Le temps continue de s'écouler. Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez. Continuons maintenant avec l'histoire. 18 heures plus tôt,
Le soleil matinal peignait Pine Valley de nuances d'or et de vert qui faisaient ressembler les cartes postales à de piètres imitations. J'étais shérif ici depuis 3 mois, assez longtemps pour savoir que les mardis matins signifiaient généralement que Madame Henderson appelait à propos du coq de son voisin et peut-être un accrochage près du magasin de Miller. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de voir le shérif adjoint Jim Patterson se tenir dans l'embrasure de la porte de mon bureau à 12h47 avec ce regard sur son visage buriné, la même expression qu'il avait probablement au Vietnam quand l'ennemi était plus proche qu'il ne l'aurait souhaité. « On a un problème, shérif, dit Jim, sa voix portant ce ton rauque qui venait de 40 ans de cigarettes rouges et d'une vie difficile. À 58 ans, il se déplaçait comme un homme dont les articulations se souvenaient de chaque matin froid et de chaque longue patrouille, mais son esprit était aussi vif que le jour où il était revenu d'Asie du Sud-Est. Des randonneurs ont été portés disparus près de Devils Ridge, une famille du Colorado censée se présenter hier matin. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, étudiant le rapport qu'il avait posé sur mon bureau. La famille Henderson, Mark, Linda et leur fille adolescente Jessica, des randonneurs expérimentés selon leur inscription, mais les montagnes se soucient peu de l'expérience quand elles décident de devenir méchantes. Depuis combien de temps sont-ils en retard? 24 heures, à peu près. Jim sortit ses lunettes de lecture, plissant les yeux sur sa propre écriture. Le garde forestier a trouvé leur véhicule au début du sentier nord, la tente est toujours installée au camping désigné, mais aucune trace d'eux depuis dimanche soir. À travers la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir Main Street vaquer à ses occupations paresseuses du mardi. Pine Valley était le genre d'endroit où l'excitation la plus grande venait généralement du barbecue annuel de la journée des fondateurs ou quand le bétail de quelqu'un s'échappait et errait sur le parking de Dairy Queen. Une population de 2847 habitants par beau temps, nichée dans une vallée entre des montagnes qui gardaient des secrets depuis avant que les Blancs ne les aient jamais vus. Il se peut qu'ils se soient simplement égarés du sentier balisé, dis-je, bien que quelque chose dans l'expression de Jim me disait qu'il ne pensait pas que c'était aussi simple. Ces gens du Colorado pensent parfois que nos montagnes vont être une promenade du dimanche par rapport à ce qu'ils ont chez eux. Jim secoua la tête. On a trouvé leur sac à dos suspendu au camp. Personne ne part en randonnée sans eau, surtout pas des gens qui savent ce qu'ils font. Il fit une pause, mâchant sa lèvre inférieure comme il le faisait quand il essayait de résoudre un problème. Il y a autre chose. Sarah a trouvé des traces de pneus près de leur campement qui ne correspondent pas à leur voiture de location. Des traces fraîches, probablement faites lundi. Cela attira mon attention. Devils Ridge était accessible par un seul chemin de terre qui se terminait en impasse au début du sentier. Il n'y avait aucune raison pour qu'un autre véhicule soit là-haut à moins que quelqu'un ne recherche spécifiquement la famille Henderson ou à moins qu'il n'ait des affaires qui n'impliquent pas la randonnée et l'observation des oiseaux. « Tu penses ce que je pense ?» demandai-je, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'il pensait la même chose que moi. 3 mois à Pine Valley m'avaient appris que cette petite ville paisible avait sa part de secrets, le genre qui s'envenime dans les endroits sombres quand personne ne regarde. « Je pense qu'on ferait mieux d'aller voir là-haut avant que la piste ne se refroidisse, » dit Jim. « Mais je pense aussi que tu n'aimeras pas ce qu'on va trouver. » Avant que je puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Tommy Whitfield se glissa à l'intérieur comme une ombre, 9 ans et silencieux comme une église le lundi. Ce garçon avait une façon d'apparaître sans faire de bruit. Sa grand-mère Rose le suivit, son corps de 72 ans se déplaçant avec la dignité prudente de quelqu'un qui avait enterré 3 maris et appris à mesurer ses pas en conséquence. « Shérif Msekinon, dit Rose, sa voix portant cette douce autorité qui venait d'avoir élevé 5 enfants et survécu aux genres divers qui tuent les faibles. Tommy voulait te montrer quelque chose avant que tu ne partes en patrouille. » Tommy serrait un morceau de papier de construction dans ses petites mains, ses yeux sombres fixés sur mon visage avec une intensité qui mettait parfois les adultes mal à l'aise. Le garçon n'avait pas prononcé plus d'une poignée de mots depuis la mort de ses parents dans cet accident de voiture il y a 6 mois, mais ses dessins disaient des volumes que les mots ne pouvaient pas toucher. Il posa le papier sur mon bureau sans un bruit. Le dessin au crayon montrait une femme en uniforme bleu, attachée à un arbre, entourée de grands pins. Un berger allemand courait vers elle, les oreilles en arrière, la langue pendante. Le visage de la femme était gribouillé avec un crayon rouge et il y avait des marques sombres sur ses vêtements qui ressemblaient étrangement à du sang. « Seigneur, ayez pitié » murmura Rose, sa main burinée volant à sa gorge. « Tommy, mon chéri, d'où vient cette image ?» Le garçon regarda sa grand-mère, puis moi, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait parler. Au lieu de cela, il pointa le dessin du doigt, puis moi, puis les montagnes visibles à travers la fenêtre du bureau. Son message était assez clair pour me donner la chair de poule. Parfois, ce garçon voit des choses,
dit Rose tranquillement, sa voix baissant au ton que les gens utilisaient à l'église quand ils parlaient de mystères qui dépassaient l'entendement. Ne me demandez pas de vous l'expliquer parce que je ne peux pas, mais sa maman avait aussi ce don, que Dieu ait son âme. Jim s'approcha du bureau, étudiant le dessin de Tommy avec le genre d'attention qu'il réservait habituellement aux preuves sur une scène de crime. C'est une sacrée coïncidence, un enfant qui dessine quelque chose comme ça juste au moment où on a des randonneurs disparus. Ce n'est pas une coïncidence, dit Rose fermement. Ce garçon fait des cauchemars depuis 3 nuits de suite, il se réveille en pleurant et dessine des images de chiens, de policiers et de pins. Je pensais que c'était juste son esprit qui travaillait, mais maintenant, sa voix s'éteignit, regardant le dessin comme s'il allait la mordre. Tommy tira sur la manche de mon uniforme et pointa à nouveau les montagnes, ses yeux grands ouverts, avec quelque chose qui aurait pu être de la peur ou un avertissement. Puis il fit quelque chose qui me glaça le sang. Il pointa sa montre du doigt et leva les 2 mains, les doigts écartés, 10 quelque chose, 10 heures, 10 minutes, 10 de ce qu'il essayait de me dire. Jim se redressa et attrapa ma ceinture de patrouille. Quelque chose dans ce dessin, dans le timing, dans la façon dont Tommy me regardait, fit hurler tous les instincts que j'avais développés en 15 ans de maintien de l'ordre. « Sarah » dit Jim, sa voix portant une note de prudence. « Peut-être qu'on devrait appeler des renforts du comté, faire monter plus de monde là-haut avant de commencer à fouiller et leur dire quoi ? Qu'un garçon de 9 ans a fait un dessin et que maintenant on pense qu'il y a des problèmes dans les montagnes. » Je secouai la tête, vérifiant mon arme de service et ma radio. On va jeter un coup d'œil, évaluer la situation et appeler à l'aide si on en a besoin. Rose tendit la main et attrapa mon bras alors que je me dirigeais vers la porte. Sa prise était étonnamment forte pour une femme de son âge et ses yeux contenaient le genre de sagesse qui venait d'avoir regardé le monde assez longtemps pour reconnaître des schémas que les jeunes manquaient. « Mon enfant, dit-elle, sa voix baissant à peine au-dessus d'un murmure, certaines montagnes ont des secrets qui ne veulent pas être découverts et certaines personnes feront des choses terribles pour garder ces secrets enfouis. » Elle jeta un coup d'œil à Tommy, qui regardait toujours son dessin avec des yeux troublés. « Ce garçon en a déjà assez vécu, ne lui fais pas revivre la perte de quelqu'un d'autre. » Je serrai doucement sa main. « Je ferai attention, Rose, je te le promets. » Mais alors que je sortais de ce bureau avec le dessin prophétique de Tommy gravé dans ma mémoire et les avertissements de Jim résonnant dans mes oreilles, j'avais le pressentiment que faire attention ne suffirait peut-être pas. Les montagnes appelaient et quelque part là-haut, la famille Henderson attendait que quelqu'un les trouve. Je priais seulement pour que nous les trouvions vivants. 3 mois plus tôt, j'étais arrivé à Pine Valley avec tout ce que je possédais, entassé à l'arrière de mon pick-up Ford, et un cœur tellement brisé que je n'étais pas sûr qu'il battrait à nouveau correctement. La ville ressemblait à quelque chose sorti d'un tableau de Norman Rockwell, toutes des clôtures blanches et des drapeaux américains pendant dans l'air de la montagne. Après 15 ans de maintien de l'ordre dans une grande ville et 2 séjours en Afghanistan, Pine Valley donnait l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde où le plus grand crime était généralement l'adolescent de quelqu'un qui peignait à la bombe le château d'eau. Mon premier arrêt avait été le refuge pour animaux de Pine Valley, non pas parce que je cherchais un animal de compagnie, mais parce que j'avais entendu dire qu'ils avaient un chien que personne ne voulait, un chien militaire qui avait été renvoyé de l'étranger avec plus de cicatrices que la plupart des soldats et un cas de stress post-traumatique qui le rendait impropre au travail de police régulier, le genre de chien qui tressaillait au son des hélicoptères et se réveillait en gémissant à cause de cauchemars qu'il ne pouvait pas expliquer aux humains qui étaient censés prendre soin de lui. « C'est rangé » dit Betty Martinez, la directrice du refuge, alors qu'elle me conduisait devant des rangées de chenils remplies de chiens aboyants, remuant la queue et plein d'espoir. Il est ici depuis 8 mois maintenant. 3 familles ont essayé de l'adopter, mais il n'aime pas la plupart des gens. Nous nous sommes arrêtés devant un chenil à l'arrière du bâtiment, séparé des autres par un petit couloir. À l'intérieur, un grand berger allemand était recroquevillé dans un coin, son pelage foncé montrant des plaques de gris autour de son museau et une cicatrice irrégulière qui courait de son oreille gauche jusqu'à sa mâchoire. Ses yeux ambrés qui contenaient trop de connaissances, suivaient nos mouvements, mais il ne se leva pas, ne remua pas la queue, ne montra aucun de l'enthousiasme avide des autres chiens. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demandai-je, bien que j'en ai une assez bonne idée. J'avais déjà vu ce regard dans le miroir et sur les visages de trop de bons soldats qui étaient rentrés chez eux en portant des blessures invisibles. Un engin explosif improvisé à Kandahar, dit Betty tranquillement, a tué son maître, le sergent Marcus Thompson. Ranger a reçu des éclats d'obus dans sa hanche gauche et n'a plus jamais été le même. Les médecins militaires l'ont autorisé physiquement, mais, elle haussa les épaules, ses mains burinées agrippant la clôture en chêne. Parfois, le corps guérit, mais pas l'âme.
Je m'agenouillai devant le chenil et pour la première fois Rangé leva la tête. Ses yeux ambrés rencontrèrent les miens et je vis quelque chose que je reconnus, la même douleur creuse qui me rongeait la poitrine depuis l'Afghanistan, depuis la nuit où mon équipe n'est pas rentrée et où moi, si. Nous nous sommes regardés pendant un long moment, deux soldats brisés essayant de déterminer si l'autre était un ami ou une menace. Puis-je entrer, demandai-je. Betty hésita. Il n'est pas agressif, mais il n'aime pas beaucoup être touché. La dernière famille qui a essayé de le caresser, il s'est juste recroquevillé en boule et n'a plus bougé pendant 2 jours. J'ouvris la porte du chenil, lentement, en gardant mes mouvements délibérés et calmes. Rangé me regarda mais ne recula pas alors que je m'installais en tailleur sur le sol en béton à environ 1 mètre de lui. Je n'essayais pas de l'atteindre, ne fis aucun mouvement brusque, je restais juste assise dans le silence de ce couloir arrière. Je sais ce que c'est, dis-je doucement, ma voix à peine plus qu'un murmure, de se réveiller au milieu de la nuit en pensant qu'on y est encore, de sursauter à chaque fois qu'une voiture fait un contre-feu, d'avoir l'impression qu'on aurait dû mourir avec les autres. Les oreilles de Rangé tressaillirent au son de ma voix, mais il resta recroquevillé dans son coin, perdu. J'ai perdu toute mon équipe dans une embuscade à l'extérieur de Kaboul, continuai-je, les mots venant plus facilement qu'ils ne l'avaient fait depuis des mois. 6 bons soldats morts parce que les renseignements disaient que la route était libre et que les renseignements avaient tort. J'étais censé être en tête ce jour-là, censé être celle qui vérifiait s'il y avait des engins explosifs improvisés, mais j'avais une intoxication alimentaire et ils m'ont fait monter dans le véhicule arrière. La respiration du chien sembla ralentir, sa posture rigide se détendant juste un peu. La culpabilité du survivant, les médecins appellent ça comme s'il y avait un terme médical qui rendait ça plus facile à avaler. Je laissai échapper un rire amer. Mais toi et moi, on sait que ce n'est pas si simple. On sait que parfois vivre est la partie la plus difficile. C'est alors que Rangé fit quelque chose qui arrêta mon cœur. Il leva la tête, me regarda directement et laissa échapper un doux gémissement, non pas de douleur mais de reconnaissance, une âme brisée appelant à l'aide d'une autre. Je passai l'heure suivante assise dans ce chenil, sans le toucher, juste à parler de l'Afghanistan, des cauchemars, de la façon dont la culpabilité pouvait te ronger de l'intérieur. Rangé écouta avec le genre d'attention que la plupart des humains ne pouvaient pas gérer, ses yeux ambrés ne quittant jamais mon visage. Quand je me suis finalement levé pour partir, il fit quelque chose qui fit halter Betty Martinez. Il se leva, se dirigea vers l'endroit où je me tenais et pressa doucement son museau cicatrisé contre ma jambe, ne mendiant pas d'attention, ne cherchant pas de nourriture, juste établissant un contact, de soldat à soldat. « Je le prends », dis-je, et Betty hocha la tête comme si elle s'y attendait depuis le début. « Il va avoir besoin de patience », prévint-elle, et de compréhension. Parfois, il aura de bons jours, parfois de mauvais jours. Le vétérinaire dit qu'il sera peut-être toujours un peu cassé. Ne le sommes-nous pas tous, répondis-je en regardant Rangé, qui était toujours pressé contre ma jambe, comme s'il avait peur que je disparaisse. Parfois, les choses cassées ça semble mieux de toute façon. Les formalités administratives prirent 20 minutes, le trajet jusqu'à ma nouvelle maison en prit 10 autres, mais établir une confiance avec Rangé prit des semaines de patience prudente et de silence partagé. Il dormait sur le sol à côté de mon lit, jamais dessus, toujours positionné de manière à pouvoir voir à la fois la porte et la fenêtre. Un chien intelligent, je faisais la même chose. C'est au cours de notre 3e semaine ensemble que j'ai rencontré Tommy Whitfield et sa grand-mère Rose. Je promenais Rangé dans Main Street quand nous avons croisé le garçon assis sur les marches du magasin général de Hutchinson, un carnet de croquis sur les genoux et des crayons éparpillés autour de lui comme des feuilles mortes. Il leva les yeux quand nous nous sommes approchés, ses yeux sombres, curieux mais prudents. Rangé s'arrêta de marcher, s'arrêta net et fixa le garçon avec une intensité qui me rendit nerveuse. Mais alors, quelque chose de remarquable se produisit. La queue du chien, qui bougeait rarement à moins qu'il ne s'agisse de nourriture, fit un petit remuement hésitant. « Eh bien, je serai damné », dit une voix âgée derrière nous. Je me suis retourné pour voir Rose Whitfield gravir les marches avec un sac en papier brun dans les bras, ses cheveux argentés épinglés en un chignon soigné et ses yeux bleus, vifs d'intelligence. Ce chien a du bon sens. Tommy dessine des images de bergers allemands depuis 2 semaines maintenant, depuis que sa maman lui a rendu visite dans un rêve. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Sa maman est morte il y a 6 mois, elle et le papa de Tommy, tous les deux dans un accident de voiture sur l'autoroute 2. La voix de Rose portait le poids de quelqu'un qui avait enterré trop de gens qu'elle aimait. Le garçon n'a pas prononcé plus d'une poignée de mots depuis, mais il dessine, Seigneur, comme il dessine. Tommy leva son carnet de croquis,
me montrant une image d'un berger allemand avec des yeux ambrés et une cicatrice sur le visage, debout à côté d'une femme en uniforme de police. Le détail était remarquable pour un enfant de 9 ans, jusqu'au motif spécifique des marques de rangée. Parfois, dit Rose tranquillement, posant sa main sur l'épaule de Tommy, le cœur voit ce que les yeux ne peuvent pas. Ce garçon a un don, bien que je ne sois pas sûr que ce soit toujours une bénédiction. Rangée fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit assez proche pour que Tommy puisse tendre la main et le toucher. La petite main du garçon trouva la cicatrice sur le museau de Rangée, la traçant doucement pendant que le chien restait parfaitement immobile. Certaines blessures ne guérissent pas, observa Rose, observant l'interaction prudente entre le garçon et le chien. Elles apprennent juste à faire moins de bruit. Hier à 14h15, avec 16h32 encore sur mon horloge invisible, je me tenais au bord de ce qui aurait dû être un voyage de camping familial paisible et sentais tous les instincts que j'avais développés en 15 ans de maintien de l'ordre commencer à hurler des avertissements. Le campement de la famille Henderson ressemblait à un décor de théâtre pour une pièce qui s'était mal terminée. Tout était trop soigné, trop arrangé, trop délibérément, non perturbé. Jim Patterson était accroupi près de la tente d'home de la famille, ses mains burinées faisant attention à ne pas perturber ce qui pourrait être une preuve. Les sacs de couchage sont toujours dépliés, m'a-t-il appelé. Des objets personnels éparpillés comme s'ils étaient partis à la hâte, mais rien de précieux, portefeuille, bijoux, matériel photo manquant, tout est là. J'ai fait le tour du campement, notant les détails qui ne collaient pas. Le foyer avait été soigneusement éteint avec de l'eau et de la terre, pas le travail bâclé auquel on s'attendrait de personnes qui se seraient enfuies en panique. Leurs bottes de randonnée étaient alignées proprement à l'extérieur de la tente, mais leurs sacs à dos étaient suspendus au câble de stockage de nourriture comme s'ils avaient été placés là délibérément. Jim, regarde ça. Les traces de pneus qu'il avait mentionnées étaient claires dans la terre meuble près du bord du camp, des sculptures profondes qui mordaient le sol de la montagne avec le motif agressif de pneus tout-terrain. Mais c'est ce que j'ai trouvé à 20 mètres de là qui m'a glacé le sang, des marques d'éraflure dans la terre, le genre fait par quelqu'un qui traîne les pieds, et à côté d'elle de petites taches sombres qui ressemblaient étrangement à du sang séché. On a des traces fraîches qui mènent vers le sentier de Devil's Ridge, dit Jim, se redressant avec un grognement qui me rappela qu'il n'était plus aussi jeune qu'avant. Mais elles ne vont pas très loin avant de disparaître sur la section rocheuse. Je m'agenouillai près des marques d'éraflure, mon esprit cataloguant automatiquement les détails, comme on m'avait appris. Le motif suggérait que quelqu'un avait été traîné vers l'arrière, les talons creusant des tranchées dans la terre. Les gouttes de sang, et j'étais de plus en plus certaine que c'était ça, formaient une traînée s'éloignant du campement vers un groupe de gros rochers. Ma radio grésilla. « Shérif Msekinon, vous me recevez ?» La voix appartenait à Martha Henderson, la répartitrice au poste. « Reçu, Martha, quelle est votre situation ?» J'ai reçu un appel de Rose Whitfield, elle dit que Tommy a eu un de ces épisodes de dessin et de pleurs. Elle a pensé que vous deviez le savoir. J'ai changé un regard avec Jim, me souvenant du dessin prophétique du garçon de ce matin. Quel genre de dessin? Elle n'a pas dit spécifiquement, mais elle avait l'air inquiète. Vous savez comment cette femme devient quand Tommy commence à avoir ses sentiments à propos des choses. Jim secoua la tête lentement. Ce garçon a un don qui n'est pas toujours une bénédiction, marmonna-t-il, faisant écho aux mots de Rose lors de notre première rencontre il y a 3 mois. Contre tous les protocoles que j'avais jamais appris, contre la voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à mon ancien sergent d'entraînement, je pris la décision qui allait finalement me mener à cet arbre, cette corde, ce compte à rebours qui s'égrène dans mon sang. Jim, je veux que tu retournes en ville, que tu vérifies Tommy, que tu vois ce qu'il a dessiné et que tu coordonnes avec le bureau du shérif du comté pour obtenir des équipes de recherche supplémentaires. Pas question, dit Jim, son entêtement de l'époque du Vietnam s'enflammant. Tu ne vas pas monter ce sentier toute seule, Sarah, pas quand on ne sait pas à quoi on a affaire. C'est un ordre, adjoint. Je gardais une voix neutre, professionnelle, même si chaque fibre de mon être était d'accord avec lui. J'ai besoin de quelqu'un qui coordonne les recherches depuis la ville, et si les dessins de Tommy sont aussi précis qu'ils semblent l'être, on pourrait avoir besoin de ces informations plus tôt que prévu. La mâchoire de Jim travailla comme s'il mâchait des mots trop amers à avaler. Tu ne peux pas sauver tout le monde, Sarah. Certains fantômes ont besoin de rester enterrés. Le commentaire me toucha de plus près qu'il ne l'avait probablement prévu. Depuis 3 mois, je fuyais les fantômes de l'Afghanistan, les visages de si bons soldats morts pendant que moi, je vivais, mais peut-être que c'était précisément pour ça que je ne pouvais pas abandonner cette affaire. Peut-être que la famille Henderson était ma chance de sauver quelqu'un pour une fois,
au lieu de simplement survivre pendant que les autres ne le faisaient pas, 16 ans que je porte un insigne, continua Jim, sa voix portant le poids de trop de décisions difficiles. J'ai vu suffisamment de cas de personnes disparues pour savoir que quand une famille disparaît aussi proprement, aussi complètement, ce n'est généralement pas aléatoire. Quelqu'un a planifié ça, Sarah, quelqu'un qui connaît ces montagnes, qui sait comment faire disparaître les gens. Je vérifiai mon arme de service, m'assurai que ma radio fonctionnait et mis mon sac sur mon épaule. Le sentier qui s'éloignait du campement était assez clair, des empreintes de bottes dans la terre meuble, des branches cassées à hauteur de la taille où quelqu'un avait traversé les broussailles. Mais Jim avait raison sur un point, ça avait l'air planifié, organisé, comme si quelqu'un avait observé la famille Henderson en attendant le bon moment. Je serai prudente, j'ai promis, bien que nous savions tous les deux que la prudence pourrait ne pas suffire. Ta mère t'a élevé pour être têtu comme une mule du Missouri, a dit Jim, la résignation se glissant dans sa voix. Garde ta radio allumée, fais un point toutes les 30 minutes et si tu trouves quelque chose qui ne sent pas bon, appelle des renforts avant de jouer les héros. Le sentier montait à travers une forêt de pins denses, suivant un ruisseau qui bavardait et gargouillait en descendant des hauteurs. Dans d'autres circonstances, cela aurait été une magnifique randonnée, des fleurs sauvages éclosant dans de petites prairies, des sommets montagneux visibles à travers des trouées dans la canopée, le genre de nature sauvage immaculée qui faisait tomber les gens amoureux du Montana. Mais je ne pouvais me débarrasser du sentiment que j'étais observé, que quelque chose dans ces bois paisibles n'allait pas du tout. À environ 800 mètres en amont du sentier, j'ai trouvé la première preuve réelle que la famille Henderson ne s'était pas simplement égarée pour une randonnée improvisée, un élastique à cheveux, le genre que les adolescentes utilisent, accroché à un buisson d'épines au bord du chemin. 20 mètres plus loin, un petit morceau de tissu, en dénime bleu, comme celui d'une veste d'enfant, flottant à une branche de pin. Mais c'est ce que j'ai découvert à l'ancienne entrée de la mine qui a fait trembler mes mains alors que j'attrapais ma radio. L'entrée elle-même était partiellement dissimulée par des arbres tombés et des broussailles envahissantes, mais quelqu'un était venu ici récemment. La végétation avait été perturbée, poussée de côté pour créer un chemin dégagé, et là, dans la terre meuble devant l'entrée, se trouvaient ces mêmes sculptures de pneus agressifs que j'avais vues au camping. Cette fois, cependant, il n'était pas seul. Mélangés aux traces de pneus, il y avait des empreintes de bottes, plusieurs ensembles, de différentes tailles, des bottes d'hommes, des bottes de femmes et des empreintes plus petites qui auraient pu appartenir à un adolescent, toutes menant vers la bouche sombre de la mine. J'ai appuyé sur le bouton de ma radio, Jim, je suis à l'ancienne mine de cuivre à environ 1,5 km en amont du Devil's Ridge Trail, j'ai trouvé des preuves. La famille Henderson a été amenée ici. De la statique m'a répondu, puis plus de statique, Jim, vous me recevez. Rien. Les montagnes avaient une façon de jouer avec les signaux radio, surtout dans les vallées étroites où se trouvaient les anciennes mines. J'étais seul, comme en Afghanistan, comme toujours. L'entrée de la mine béait devant moi comme une bouche attendant d'avaler des secrets. Tous mes instincts me disaient d'attendre des renforts, de suivre le protocole, d'être la policière prudente que Jim voulait que je sois. Mais quelque part dans cette obscurité, 3 personnes pourraient être à court de temps, 3 personnes qui étaient venues au Montana pour des vacances en famille et avaient trouvé quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon arme de service, j'ai allumé ma lampe de poche et je suis entré dans l'obscurité. Derrière moi, la forêt retenait son souffle et devant moi, des ombres attendaient avec des secrets qu'elle gardait depuis trop longtemps. La dernière chose dont je me souviens avoir pensé avant que le monde n'explose de douleur et d'obscurité, c'est que le dessin de Tommy s'était trompé sur une chose, dans son image, j'étais attaché à un arbre dans la forêt. Il n'avait rien dessiné sur les mines, sur l'obscurité, sur le bruit des pas résonnant dans des tunnels qui auraient dû être vides. Mais les garçons de 9 ans, même doués, ne pouvaient pas tout voir. Parfois, ils ne pouvaient voir que la fin. L'obscurité à l'intérieur de cette mine a duré exactement 47 minutes avant de me vomir de nouveau à la lumière du jour, saignant et à peine consciente. Mais en ces 47 minutes, toute ma compréhension de Pine Valley, de la famille Henderson, de mon propre passé, a été retournée comme une chaussette dans une machine à laver. Je m'attendais à trouver 3 randonneurs effrayés blottis dans les profondeurs d'une mine de cuivre abandonnée. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était un camp de fortune qui semblait fonctionner depuis des mois. Des lanternes à piles étaient suspendues aux poutres de soutien, projetant des ombres dures sur les murs tapissés de photographies, de coupures de journaux et de documents militaires qui ont glacé mon sang. Les photographies étaient des clichés de surveillance, des images prises avec de longs objectifs de moi marchant, de rangées entrant dans le bureau du shérif, prenant un café au Miller S dîner. Mais mélangées à des photos récentes, il y en avait de plus anciennes,
Des images beaucoup plus anciennes de 6 soldats en tenue de camouflage du désert, prises en Afghanistan. Mon équipe, l'équipe qui est morte alors que je vivais, sergent Sarah Msekinon, une voix a dit depuis les ombres derrière moi, ou devrais-je dire shérif Msekinon, maintenant, tout à fait. Un changement de carrière de la police militaire à l'application de la loi dans une petite ville. Je me suis retourné. Mon arme de service, pointée sur l'obscurité, mais la voix semblait venir de partout et de nulle part. Le tunnel de la mine s'étendait dans le noir, avec suffisamment de passages latéraux et de structures de soutien pour cacher une armée. « Qui êtes-vous » ai-je crié, ma voix résonnant sur les murs de pierre. « Où est la famille Henderson » Un rire a résonné en retour, froid et aigu comme le vent de montagne. « La famille Henderson » Oui, parlons d'eux. Saviez-vous que Mark Henderson était le sergent d'état-major Mark Shen avant de changer de nom? Saviez-vous que Linda Henderson était Linda Kowalski, une analyste du renseignement militaire? Et leur fille, Jessica? Ce n'est pas du tout leur fille. C'est la nièce d'un de vos coéquipiers décédés. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Mes mains ont commencé à trembler et j'ai dû m'appuyer contre le mur du tunnel pour ne pas tomber. C'est impossible. La famille Shen est morte dans la même embuscade qui a tué mon équipe. Est-ce qu'il? La voix était plus proche maintenant, se déplaçant dans les tunnels comme un prédateur encerclant une proie. Ou ont-ils survécu juste assez longtemps pour poser des questions très inconfortables sur la façon dont une patrouille de routine s'est transformée en un massacre? Des questions sur les raisons pour lesquelles les renseignements étaient erronés, sur les raisons pour lesquelles l'ennemi savait exactement où vous frapper, sur les raisons pour lesquelles 6 bons soldats sont morts cette nuit-là. Mon esprit est revenu à cette terrible soirée en Afghanistan. L'embuscade était sortie de nulle part, une attaque parfaitement coordonnée qui nous avait pris dans une zone de mort sans issue. Nous avions suivi des renseignements qui disaient que la route était dégagée, que l'activité ennemie était minime dans ce secteur, mais quelqu'un nous attendait, quelqu'un qui connaissait notre itinéraire, notre calendrier, nos procédures opérationnelles standards. L'enquête a disculpé toutes les personnes impliquées, ai-je dit, bien que ma voix ait sonné creuse, même à mes propres oreilles. Le commandement a enquêté pendant des mois. C'était juste de mauvais renseignements, le mauvais endroit, le mauvais moment. Le commandement a enquêté sur ce qu'on lui a dit d'enquêter, a répondu la voix. Mais Mark et Linda Henderson, excusez-moi, Shen et Kowalski, ont continué à creuser. Ils ont trouvé des dossiers financiers, des communications, des preuves que quelqu'un de l'intérieur fournissait des informations à l'ennemi, quelqu'un qui a fait tuer 6 soldats américains pour de l'argent. Les photographies sur le mur ont soudainement pris un sens terrible, pas seulement la surveillance de moi, mais la documentation d'une enquête qui durait depuis des mois, peut-être des années. La famille Henderson n'était pas venue à Pine Valley pour des vacances, elle était venue chasser. Ils se sont trop approchés de la vérité. La voix a continué, a commencé à poser des questions sur un certain entrepreneur militaire corrompu qui avait détourné de l'argent et vendu des renseignements pour financer sa retraite, des questions qui ont rendu certaines personnes très nerveuses. Où sont-ils, ai-je exigé, bien que je commençais à craindre. Je connaissais déjà la réponse, en sécurité pour le moment. Mais leur sécurité dépend entièrement de votre coopération. Sergent Msekinon, je ne suis plus sergent et je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, mais vous savez. Une silhouette est entrée dans la lumière de la lanterne et mon cœur s'est presque arrêté. C'était le docteur Rachel Stone, la médecin légiste de Pine Valley. Mais elle avait l'air différente, en quelque sorte plus dure, plus dangereuse. Vous avez toujours su que quelque chose n'allait pas dans cette nuit en Afghanistan. Vous avez porté la culpabilité pendant 3 ans, vous vous êtes convaincu que vous auriez dû mourir avec votre équipe. Mais la vérité est que vous avez vécu parce que vous étiez censé vivre. Vous avez vécu parce que quelqu'un avait besoin qu'un témoin survive. Mon arme était toujours pointée sur elle, mais mes mains tremblaient tellement que je n'étais pas sûr de pouvoir toucher quoi que ce soit de plus petit qu'une porte de grange. Vous dites n'importe quoi, Rachel. Vous êtes le médecin de la ville. Vous m'avez examiné quand je suis arrivé, vous m'avez donné l'autorisation de reprendre le service. Je suis beaucoup de choses, Sarah, médecin, coroner et parfois résolveur de problèmes pour les personnes qui préfèrent que leurs problèmes disparaissent définitivement. Elle a souri et c'était l'expression la plus froide que j'ai jamais vue sur un visage humain. La famille Henderson est devenue un problème quand elle a commencé à relier des points qui étaient censés rester déconnectés, tout comme les parents de Tommy sont devenus un problème, il y a 6 mois. Les mots m'ont frappé comme un coup de massue à la poitrine, les parents de Tommy, l'accident de voiture, pas un accident. Ils posaient des questions aussi, creusaient dans de vieux dossiers militaires,
essayant de comprendre pourquoi leur gendre était mort en Afghanistan. Apparemment, le sergent Rodriguez était le frère de Linda Kowalski. Petit monde, n'est-ce pas? Mes jambes ont cédé et j'ai glissé le long du mur du tunnel jusqu'à ce que je sois assise dans la terre, mon arme toujours pointée sur Rachel, mais tout mon monde tournant hors de contrôle. Les parents de Tommy n'étaient pas morts dans un accident de voiture aléatoire. Ils avaient été assassinés, et le petit garçon qui dessinait des images prophétiques et n'avait pas parlé depuis leur mort vivait avec le poids de ce traumatisme depuis 6 mois. La beauté de la médecine dans une petite ville, a continué Rachel d'un ton conversationnel, c'est que personne ne remet en question le rapport du coroner. Les accidents de voiture arrivent tout le temps sur les routes de montagne. Les lésions internes dues à un traumatisme contondant se ressemblent, qu'elles proviennent d'un volant ou d'une barre de fer. Vous les avez tués. Ce n'était pas une question. J'ai résolu un problème, tout comme je vais résoudre le problème Henderson et tout comme je vais résoudre le problème Sarah McKinnon, si vous ne commencez pas à coopérer. Que voulez-vous? C'est simple. La famille Henderson avait des copies de documents qui pourraient causer un embarras important à certaines parties. Des documents qui détaillent des transactions financières, des relevés de communication, des preuves de la conspiration qui a fait tuer votre équipe. Je veux ces documents. Je ne les ai pas, non. Mais vous allez m'aider à les obtenir, parce que si vous ne le faites pas, la famille Henderson va avoir un accident très malheureux et ensuite le petit Tommy Whitfield va devoir faire face à une autre perte tragique. C'est incroyable à quel point les gens peuvent devenir sujets aux accidents lorsqu'ils posent les mauvaises questions. La menace contre Tommy a fait craquer quelque chose en moi. J'ai levé mon arme, mon doigt se resserrant sur la gâchette. Restez loin de ce garçon, maintenant. Maintenant, shérif, ne faisons rien de précipité. Rachel a sorti sa propre arme, un petit pistolet qui avait l'air professionnel et bien entretenu. Vous allez poser votre arme et sortir de cette mine. Vous allez retourner en ville et convaincre la famille Henderson d'abandonner sa petite enquête. Et si vous coopérez très bien, tout le monde pourrait simplement survivre à ça. Et si je ne le fais pas, alors Pine Valley va connaître une semaine très tragique, en commençant par un certain shérif qui a été négligent lors d'une enquête sur une affaire de personnes disparues. C'est alors qu'elle m'a frappé avec la barre de fer. Le monde m'est revenu par fragments, des aiguilles de pain contre ma joue, le goût du sang dans ma bouche et le son de ma propre respiration, superficielle et douloureuse. Hier à 18h45, Rachel Stone avait traîné mon corps inconscient hors de cette mine et m'avait attaché à cet arbre comme un sacrifice à tous les dieux sombres qui veillaient sur les secrets de Pine Valley. Maintenant, 12 heures plus tard, je me battais pour rester consciente pendant que ma vie s'échappait goutte à goutte. Mais je n'étais pas seul dans ces montagnes. Quelque part au loin, coupant le silence matinal comme une prière rendue audible, est venu le son que j'attendais, le hurlement de Ranger, désespéré et déterminé, se rapprochant à chaque minute qui passait. À 5 km, à la cabane de Rose Whitfield, Rose se tenait à la fenêtre de sa cuisine, ses mains de 72 ans enroulées autour d'une tasse à café qui était devenue froide il y a 1 heure. Elle observait la limite des arbres depuis avant l'aube, écoutant les sons qui ne devraient pas être là, ressentant le genre de malaise qui venait de cette décennie de vie dans ces montagnes. Grand-mère Rose, Tommy est apparu à côté d'elle, son visage de 9 ans pâle à cause de l'épuisement qui venait d'une autre nuit blanche. Son dernier dessin était serré dans son petit poing, une femme attachée à un arbre, un berger allemand courant dans la forêt et des formes sombres qui auraient pu être des hommes avec des fusils. « Je t'entends, mon bébé » a chuchoté Rose, bien que Tommy n'ait pas parlé. Il le faisait rarement de toute façon, pas depuis la mort de ses parents. Mais ses dessins en disaient long, et ce dernier a fait battre le vieux cœur de Rose avec peur et reconnaissance. Le garçon a pointé du doigt les montagnes, puis son dessin, puis de nouveau les montagnes. Son message était clair comme l'éclair d'été, le shérif McKinnon était en danger et le temps était compté. « Seigneur, aide-nous » a murmuré Rose, en tendant la main vers le téléphone pour appeler le shérif adjoint Patterson. À 3 km, dans la forêt, Ranger se déplaçait à travers les broussailles comme un fantôme fait de fourrure et de détermination. Ses pattes saignaient à cause du terrain rocailleux et ses vieilles blessures de guerre lui faisaient mal à chaque pas, mais la piste olfactive était forte maintenant, l'odeur de Sarah, mélangée à la peur et au sang et à autre chose, quelque chose de chimique qui faisait plisser son museau cicatrisé avec dégoût. Le berger allemand s'est arrêté à une bûche tombée, ses yeux ambrés scrutant la forêt devant lui. Son entraînement en Afghanistan s'est déclenché automatiquement, évaluer les menaces, identifier les voies d'évacuation. Ne jamais aborder une situation dangereuse sans renfort. Mais son cœur, la partie qui s'était liée à Sarah il y a 3 mois dans ce refuge pour animaux, a override son entraînement tactique.
Elle l'avait sauvé quand personne d'autre ne le ferait. Elle s'était assise dans son chenil et avait parlé de cauchemar et de culpabilité du survivant, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'était pas seul dans sa douleur. Maintenant, c'était à son tour de la sauver. Ranger a pressé son nez contre le sol et a suivi la piste plus profondément dans la nature sauvage. De retour en ville, au bureau du shérif, Jim Patterson a raccroché le téléphone avec des mains qui tremblaient légèrement, que ce soit à cause de l'âge, de la caféine ou de la peur, il ne pouvait pas le dire. L'appel de Rose Whitfield avait confirmé ce que son instinct lui disait depuis hier après-midi. Sarah était en difficulté, le genre de difficulté qui n'attendait pas les renforts ou la procédure appropriée. Martha, a-t-il appelé à la répartitrice, mettez-moi en communication avec le bureau du shérif du comté, dites-leur que nous avons besoin d'équipes de recherche et de sauvetage à Devil Ridge, déploiement complet. Combien d'équipes, a demandé Martha, ses doigts se déplaçant déjà sur les commandes radio. Toutes. La radio a crépité avant que Martha ne puisse répondre. Une voix que Jim n'a pas reconnue est passée à travers la statique, bureau du shérif de Pine Valley. Ici le docteur Rachel Stone. Je suis au campement Henderson avec le shérif McKinnon. Nous avons trouvé la famille disparue, mais nous avons besoin d'une assistance médicale immédiate. Le shérif a été blessé. Jim a froncé les sourcils. Quelque chose dans la transmission ne semblait pas correct, trop pratique, trop parfaitement chronométré. Docteur Stone, quelle est votre position exacte? Coordonnées GPS, 46,73 nord, 112,94 ouest. Dépêchez-vous, shérif adjoint. Le shérif a perdu beaucoup de sang. Jim a noté les coordonnées, mais ses instincts hurlaient des avertissements. Il connaissait Rachel Stone depuis 5 ans et quelque chose dans sa voix sonnait différemment, contrôlé, trop contrôlé pour quelqu'un qui faisait face à une urgence médicale. Martha, mettez-moi en communication avec la police de l'État. Dites-leur que nous pourrions avoir une situation impliquant une enquête fédérale. Dans les montagnes, à 1,5 km de la position de Sarah, Tommy Whitfield se déplaçait à travers la forêt avec la grâce silencieuse que seuls les enfants possédaient. Il s'était échappé de la cabane de sa grand-mère pendant qu'elle était au téléphone avec le shérif adjoint Patterson, suivant les pistes animales qu'il avait mémorisées pendant des mois d'errance dans ces montagnes depuis la mort de ses parents. Le garçon portait son dernier dessin et un petit sac à dos contenant une bouteille d'eau, des craquelins et le vieux couteau de chasse de son père, celui que Rose pensait avoir caché sur l'étagère supérieure du placard. Tommy avait appris à grimper avant d'apprendre à se taire sur les choses qu'il voyait dans ses rêves. Il s'est arrêté à un ruisseau, plissant ses yeux sombres, étudiant la berge boueuse. Des empreintes de bottes, fraîches, menant vers l'ancienne mine, des empreintes complexes, mais aussi des empreintes de pattes, grandes, familières, appartenant à un berger allemand avec une légère boiterie à la patte arrière droite. Tommy a souri pour la première fois depuis des jours. Ranger arrivait, comme dans son dessin à l'arbre. Dans le présent. La corde avait coupé si profondément dans mon poignet que je ne pouvais plus sentir mes mains. Mon épaule criait à chaque respiration et quelque chose de chaud et d'humide continuait de s'étendre sur ma chemise d'uniforme. La date limite de 18 heures que Rachel avait mentionnée approchait et je pouvais sentir mon corps commencer à s'arrêter, un système à la fois. Mais ensuite, je l'ai entendu de nouveau, plus près maintenant, beaucoup plus près, le hurlement de Ranger. Et cette fois, ce n'était pas juste un appel, c'était une chasse. Je connaissais ce son de nos promenades à Pine Valley, la façon dont sa voix changeait quand il sentait quelque chose qui devait être enquêté. À travers les arbres, j'ai aperçu un mouvement, une fourrure sombre se déplaçant bas et vite à travers les broussailles. Mon cœur battait contre mes côtes meurtries alors que j'essayais d'appeler, mais ma voix est sortie comme à peine un murmure, Ranger. J'ai croassé le mot, grattant ma gorge à vif comme du papier de verre. Le mouvement s'est arrêté. Puis, lentement, délibérément, une forme familière a émergé de derrière un groupe de rochers. Ranger s'est tenu là pendant un moment, ses yeux ambrés observant la scène, moi attaché à l'arbre, du sang sur mes vêtements, l'évaluation tactique qu'il avait maintenue en vie pendant 2 tournées en Afghanistan. Mais ensuite, la reconnaissance a éclaté dans ses yeux intelligents et il a bougé, ne se précipitant pas, n'aboyant pas, mais s'approchant avec la précision prudente d'un soldat qui comprenait que des situations comme celle-ci nécessitaient une stratégie, pas une émotion. Quand il m'a rejointe, Ranger n'a pas gémi ou essayé de lécher mon visage. Au lieu de cela, il a tourné autour de l'arbre et a commencé à travailler les cordes avec ses dents. Sa mâchoire n'était plus aussi forte qu'avant et les cordes étaient épaisses, mais il les a attaquées avec la même détermination implacable qu'il avait maintenue à la recherche toute la nuit. Bon garçon, elle chuchotait,
les larmes se mélangeant au sang séché sur mes joues. Garçon intelligent, libère-moi et nous sortirons d'ici. Mais alors même que je le disais, j'ai entendu le son qui a glacé mon sang, des pas, plusieurs ensembles se déplaçant à travers la forêt, avec la démarche confiante de personnes qui savaient exactement où elles allaient. Rachel Stone est entrée dans la clairière, flanquée de 2 hommes que je n'ai pas reconnus. Tous 2 portaient des fusils et tous 2 se déplaçaient avec la précision disciplinée de l'entraînement militaire. Derrière eux, se débattant contre des attaches de câbles, se trouvait la famille Henderson, vivante mais clairement terrorisée. « Eh bien » a dit Rachel, sa voix portant ce même professionnalisme froid que j'avais entendu dans la mine, « n'est-ce pas touchant ? Le chien fidèle vient sauver son maître. » L'un des hommes a levé son fusil, visant Ranger, qui travaillait toujours désespérément à mes cordes. Non, le mot s'est arraché de ma gorge avec plus de force que je ne pensais qu'il m'en restait. Laissez-le tranquille. C'est entre vous et moi. Rachel a souri de nouveau, ce sourire froid. Oh, shérif Msekinon, ce n'était jamais juste entre vous et moi. Il s'agit d'éliminer les bouts de ficelle, tous, en commençant par un certain berger allemand qui en a trop vu. C'est alors que Tommy Whitfield est sorti de derrière un arbre, le couteau de chasse de son père brillant dans sa petite main, et a prononcé la première phrase complète qu'il ait prononcée depuis la mort de ses parents, « Vous blessez mes amis et je vous couperai comme vous avez coupé maman et papa. » Les mots qui sont sortis de la bouche de Tommy Whitfield ont frappé la clairière comme un coup de tonnerre, brisant 6 mois de mensonges prudents et faisant blanchir le visage de Rachel Stone comme de la neige fraîche. Ce garçon de 9 ans, qui n'avait pas prononcé plus d'une poignée de mots depuis l'accident de ses parents, se tenait là avec le couteau de chasse de son père et des yeux qui contenaient trop de connaissances pour quelqu'un d'aussi jeune. « Coupez-les comme vous avez coupé maman et papa », a répété Tommy, sa voix stable, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. « Je vous ai vu. Je me cachais dans le placard quand vous êtes venu chez nous. J'ai vu ce que vous avez fait. » Le sang-froid de Rachel s'est fissuré comme de la glace par une chaude matinée de printemps. C'est impossible. Le garçon était chez sa grand-mère quand ses parents sont morts. L'accident s'est produit sur l'autoroute 2. Ce n'était pas un accident, a dit Tommy, en faisant un pas de plus vers la clairière. Ranger avait cessé de travailler sur mes cordes et s'était positionné entre le garçon et les hommes armés, son corps bas et prêt à bondir. Vous êtes venu chez nous parce que papa a trouvé quelque chose, des papiers sur les soldats qui sont morts, des papiers sur l'argent et les mensonges. Mon esprit a parcouru les implications, des pièces d'un puzzle qui avaient été dispersées pendant des mois s'emboîtant enfin. Le mutisme sélectif de Tommy n'était pas seulement un traumatisme dû à la perte de ses parents. C'était le silence d'un enfant qui avait été témoin de leur meurtre et qui avait été trop terrifié pour dire la vérité. Papa m'a caché dans le placard quand il a entendu votre voiture, a continué Tommy, sa petite voix portant à travers la clairière avec une clarté dévastatrice. Il m'a dit de rester silencieux quoi qu'il arrive. Alors je suis resté silencieux, même quand vous avez fait pleurer maman, même quand vous avez fait les bruits de douleur. L'un des hommes de Rachel s'est agité nerveusement, son fusil vacillant entre Tommy et Ranger. Doc, le gamin invente ça, ça doit être le cas. Il est impossible qu'un enfant de 9 ans se taise. Le masque professionnel de Rachel s'est cassé, laissant apparaître quelque chose de désespéré en dessous. Tais-toi et laisse-moi réfléchir. Mais le temps de réfléchir était compté pour nous tous. Je pouvais sentir mes forces s'amenuiser à chaque battement de cœur, le saignement interne dont Rachel m'avait averti se manifestant par des vagues de nausées et de vertige. Les brûlures de cordes sur mes poignets étaient passées de douloureuses à engourdies, ce qui n'était probablement pas bon signe. Vous les avez tués parce qu'ils ont découvert l'Afghanistan, ai-je dit, forçant ma voix à porter malgré la douleur dans mes côtes. Le père de Tommy était lié à l'un des membres de mon équipe. Ils enquêtaient sur l'embuscade, suivant des pistes d'argent qui menaient à vous, suivant des pistes qui auraient dû rester enfouies. Rachel a retrouvé une partie de son sang-froid. Votre équipe est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, un arrangement très lucratif qui maintenait certains entrepreneurs en activité et certains fonctionnaires très à l'aise. 6 soldats sont morts pour protéger ce secret, et cela aurait dû s'arrêter là. La famille Henderson, ou plutôt la famille Shane Kowalski, a regardé cet échange avec les yeux creux de personnes qui vivaient dans la terreur depuis des jours. Le visage de Mark Henderson était meurtri et les poignets de Linda montraient des brûlures de cordes similaires aux miennes. Leur fille adolescente, Jessica, s'est pressée contre Linda et j'ai pu voir la ressemblance familiale maintenant que je savais qu'elle était la nièce de Rodriguez. Mais ça ne s'est pas arrêté, ai-je dit, chaque mot avec effort, parce que les familles posent des questions quand leurs proches ne rentrent pas à la maison,
parce que des gens comme Mark et Linda n'abandonnent pas quand ils sentent la corruption et parce que les petits garçons voient parfois des choses qu'ils ne sont pas censés voir. Tommy a ajouté, sa prise se resserrant sur le couteau de chasse. Malgré ces paroles courageuses, je pouvais le voir trembler, non pas de peur, mais avec le genre de rage qui vient de porter un terrible secret pendant trop longtemps. Ranger a laissé échapper un grognement sourd, ses yeux ambrés fixés sur Rachel. J'avais déjà vu ce regard pendant nos promenades à Pin Valley, quand il sentait quelque chose de menaçant. Son entraînement militaire se déclenchait, lisant la situation tactique et se préparant à la violence. « Voici ce qui va se passer », a dit Rachel, sa voix retrouvant sa froideur clinique. La famille Henderson va avoir un accident tragique, un empoisonnement au monoxyde de carbone dû à un réchaud de camping défectueux, très courant dans ces montagnes. Le shérif Msekinon sera retrouvé des jours plus tard, mort d'exposition et de blessures internes subies lors de sa recherche. Très héroïque, très tragique. Et le garçon, a demandé l'un de ses hommes, en hochant la tête vers Tommy. Le garçon va rentrer chez sa grand-mère et oublier tout ce qu'il pense avoir vu, parce que s'il ne le fait pas, grand-mère Rose pourrait faire une chute dans ses escaliers. À son âge, les fractures de la hanche peuvent être fatales. C'est alors que quelque chose en moi a craqué. Peut-être était-ce la menace contre Rose, ou peut-être était-ce la vue de Tommy debout là avec le couteau de son père essayant d'être courageux, alors qu'il aurait dû être à la maison à jouer avec des jouets et à regarder des dessins animés. Peut-être était-ce juste 18 heures de douleur et de peur atteignant enfin un point de rupture. Vous voulez connaître la vérité sur l'Afghanistan, ai-je dit, ma voix devenant plus forte malgré la perte de sang. La vérité est que la corruption a tué mon équipe. Mais ça n'a pas commencé avec vous. Ça a commencé avec moi. Rachel a froncé les sourcils, de quoi parlez-vous? C'est moi qui fournissais des informations aux entrepreneurs, moi, Sarah Msekinon, soldat intègre, officier de police militaire décoré. Les mensonges sont venus plus facilement que je ne l'avais prévu, construits sur une base de culpabilité du survivant qui les rendait presque crédibles. J'avais besoin d'argent pour les traitements contre le cancer de ma mère. Les entrepreneurs ont rendu ça facile, il suffisait de signaler les itinéraires de patrouille, les horaires, le nombre de personnel. Je me suis dit que c'était de la collecte de renseignements inoffensive. Les yeux de Tommy se sont écarquillés et j'ai vu la confusion et la douleur traverser son jeune visage. Mais les oreilles de Ranger se sont dressées et j'espérais que ce berger allemand de 8 ans était aussi intelligent que je le pensais. Je n'ai jamais voulu que quiconque meure. J'ai continué à verser chaque once de culpabilité et de regret dans ma voix. Mais quand l'embuscade a eu lieu, quand 6 bons soldats sont morts à cause des informations que j'ai fournies, je n'ai pas pu vivre avec ça. C'est pourquoi j'ai été transféré à Pin Valley. C'est pourquoi j'essayais de disparaître. Rachel a étudié mon visage avec l'intensité d'un interrogateur professionnel. Tu mens? Est-ce que je mens? Vérifiez mes relevés financiers d'il y a 3 ans, vous trouverez des dépôts qui ne correspondent pas à ma solde militaire. Vérifiez les factures médicales de ma mère, cancer du pancréas de stade 4, traitements expérimentaux non couverts par l'assurance. Vérifiez les dossiers des entrepreneurs. Vous êtes tellement inquiet à ce sujet? Mon nom y figure. Le clairière s'est tu, à l'exception du bruit du vent à travers les aiguilles de pin et de ma propre respiration laborieuse. Les hommes de Rachel semblaient incertains maintenant, leurs fusils toujours pointés sur nous, mais leur confiance ébranlée. Si c'est vrai, dit Rachel lentement, alors tu es l'extrémité lâche qui aurait dû être attachée il y a 3 ans. Peut-être, ai-je admis, mais voici le truc avec les extrémités lâches, parfois, elles se défont de manière inattendue. C'est alors que je l'ai entendu, le son que j'espérais, pour lequel je priais, pour lequel je gagnais du temps avec des mensonges et des confessions, le lointain tonnerre des rotors d'hélicoptères se rapprochant de seconde en seconde. Jim Patterson avait bien reçu mon message, ou peut-être que l'appel de Rose avait finalement atteint les bonnes personnes. Rachel l'a entendu aussi. Sa tête s'est redressée, les yeux scrutant le ciel à travers la canopée de la forêt. Fils de recherche et sauvetage, ai-je dit, m'accordant un petit sourire malgré la douleur. Probablement la police d'État aussi, étant donné qu'il s'agit maintenant d'une enquête fédérale impliquant du personnel militaire assassiné. Le bruit de l'hélicoptère se rapprochait et je pouvais entendre d'autres sons maintenant, des véhicules sur la route d'accès, des voix appelant à travers la forêt, le chaos organisé d'une opération de recherche majeure. Rachel a levé son pistolet, le pointant directement sur ma tête. Alors je suppose que nous avons fini de parler. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer sur la gâchette,
Tommy Whitfield a fait quelque chose qui a prouvé que les garçons de 9 ans pouvaient être plus courageux que les hommes adultes avec des armes. Il a lancé le couteau de chasse de son père avec la précision d'un enfant qui avait passé des mois à s'entraîner contre des arbres, et la lame s'est enfoncée dans l'épaule de Rachel Stone. Elle a crié et s'est retournée, son tir partant largement et rangé s'est lancé dans les airs comme un missile de fourrure visant la justice. La guerre pour les secrets de Pine Valley avait enfin commencé. La lame du couteau dépassant de l'épaule de Rachel Stone a semblé figer le temps pendant un battement de cœur avant que le chaos n'éclate comme un barrage qui cède en période de crue. Le corps de rangée, bourré à l'os, s'est abattu sur elle avec la force d'une furie vertueuse, envoyant son pistolet tournoyer dans les aiguilles de pin alors que tous deux s'écrasaient au sol dans un enchevêtrement de chiens grognants et de femmes hurlant. « Abattez-les !» L'un des hommes de Rachel a crié, balançant son fusil vers Tommy, mais le garçon était déjà en mouvement. Avec les réflexes rapides de la jeunesse et du désespoir, il a plongé derrière le même groupe de rochers qui avait caché Rangé quelques instants auparavant, disparaissant comme de la fumée dans les ombres de la forêt. La famille Henderson, Mark, Linda et Jessica ont profité de la distraction pour fuir dans 3 directions différentes, leurs mains attachées avec des serre-câbles les rendant maladroits, mais leur terreur leur donnant de la vitesse. Linda a trébuché et est tombée lourdement, roulant derrière un tronc d'arbre tombé alors que des balles faisaient éclater l'écorce à quelques centimètres de sa tête. Jésus-Christ, Rachel, a hurlé le deuxième tireur au-dessus du chaos. Toute cette foutue montagne est envahie de flics. Nous devons sortir d'ici. Mais Rachel Stone, même avec le couteau de chasse de Tommy enfoncé dans son épaule et les dents de Rangé à quelques centimètres de sa gorge, n'était pas prête à abandonner 3 années de mensonges soigneusement entretenus. Elle a attrapé une poignée d'aiguilles de pin et les a jetées dans les yeux du chien, le faisant reculer avec un jappement de douleur et de confusion. Pas sans avoir fini ça, a-t-elle grogné, s'éloignant de Rangé et se relevant difficilement. Le sang imbibait sa chemise, mais ses yeux brillaient d'un éclat désespéré de quelqu'un qui savait que la capture signifiait la vie en prison ou pire. Nous les tuons tous et faisons croire à une fusillade. Shérif corrompu travaillant avec des kidnappeurs. Un médecin héroïque essaie de sauver les otages. L'hélicoptère était directement au-dessus de nous maintenant, ses rotors créant une tempête de vent qui envoyait des aiguilles de pin et de la poussière tourbillonner à travers la clairière, à travers les arbres. Je pouvais voir le flash des lumières d'urgence et entendre des voix crier des coordonnées et des positions tactiques. Shérif Msekinon, ici le shérif adjoint Patterson. Répondez, si vous m'entendez. J'ai essayé de crier, mais ma voix est sortie à peine comme un murmure. La perte de sang empirait et des taches noires dansaient au bord de ma vision. Le délai de 18 heures que Rachel avait mentionné approchait rapidement et mon corps commençait à se fermer. Rangé a secoué les aiguilles de pin de ses yeux et s'est immédiatement positionné entre moi et les hommes de Rachel, ses poils hérissés et un grognement grondant dans sa poitrine qui ressemblait à un lointain tonnerre. Même blessé et en infériorité numérique, ce vieux soldat ne reculait pas. Sarah. La voix de Jim Patterson était plus proche maintenant, peut-être à 50 mètres à travers les arbres. Nous avons la police d'État, le FBI et la moitié du comté ici. Quoi qu'il se passe, l'aide arrive. Le calme restant de Rachel s'est finalement complètement brisé. Faites-les taire, a-t-elle crié à ses hommes. Faites-les tous taire. Le premier tireur a levé son fusil vers les arbres d'où venait la voix de Jim. Mais avant qu'il ne puisse tirer, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tommy Whitfield a émergé de derrière les rochers, ne fuyant pas mais se dirigeant vers le tireur avec le genre de détermination intrépide qui ne vient que de n'avoir plus rien à perdre. « Vous avez tué ma maman et mon papa », a dit le garçon, sa voix portant clairement à travers la clairière malgré le bruit de l'hélicoptère. « Vous avez blessé le shérif Sarah et Rangé. Vous êtes de méchants hommes et je n'ai plus peur de vous. » Le tireur a hésité, probablement parce que tirer sur un garçon de 9 ans de sang-froid était une ligne que même les tueurs à gages avaient du mal à franchir. Cette hésitation lui a tout coûté. Jim Patterson a fait irruption à travers la lisière des arbres comme un ange vengeur, son arme de service dégainée et ses instincts de l'époque du Vietnam prenant le dessus, déposez vos armes maintenant. Derrière lui est arrivée une vague de forces de l'ordre, la police d'État, des agents tactiques, des agents du FBI en gilet pare-balles et du personnel de recherche et de sauvetage qui suivaient les pistes de Rangé depuis l'aube. La clairière qui avait été notre prison est soudainement devenue un centre de commandement avec des viseurs laser et des ordres criés se croisant comme des lucioles mortelles. Agents fédéraux, tout le monde au sol. Armes à terre, armes à terre. Nous avons besoin d'un médecin, officier à terre. Les hommes de Rachel, confrontés à une force écrasante, ont fait le bon choix et ont laissé tomber leurs fusils. Mais Rachel elle-même,
le sang coulant toujours de sa blessure à l'épaule, a fait une dernière tentative désespérée. Elle s'est jetée sur moi, un pistolet de secours apparaissant dans sa main comme un tour de magicien. Si je tombe, Alta-TL, j'emmène les extrémités lâches avec moi. C'est alors que Ranger a prouvé que 8 ans et des cicatrices, ce n'était pas la même chose qu'être sans défense. Le berger allemand s'est lancé entre Rachel et moi avec un courage qui transcendait les espèces, encaissant la balle qui était destinée à ma tête. L'impact l'a fait tournoyer, du sang giclant de son flanc, mais son élan l'a emmené sur Rachel avec assez de force pour la faire tomber à la renverse contre le pain. Le cri de Tommy a transpercé tous les cris tactiques et le garçon s'est précipité vers son ami tombé, sans tenir compte des armes, du chaos ou du danger. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine qui n'avait rien à voir avec des côtes cassées ou des saignements internes. Ce chien loyal, abîmé, magnifique, avait encaissé une balle pour moi, comme il avait été entraîné à le faire pour son maître en Afghanistan, comme il était né pour le faire. Faites venir le médecin ici. Jim était agenouillé à côté de moi, ses mains burinées travaillant sur les cordes, tout en gardant un œil sur la situation tactique. Sarah, reste avec moi. N'ose pas t'en aller maintenant. À travers la brume de la douleur et de la perte de sang, j'ai regardé Tommy s'agenouiller à côté de Ranger, ses petites mains pressant contre la blessure du chien pendant que des larmes coulaient sur son visage. Ne meurs pas, a murmuré le garçon. S'il te plaît, ne meurs pas, je ne peux plus perdre personne. Les agents du FBI avaient Rachel et ses hommes en garde à vue, mais le mal était fait. Ranger restait immobile comme la mort, ses yeux ambrés fixés sur le visage de Tommy avec une expression qui semblait presque paisible. 8 années de cauchemar et de culpabilité des survivants, et à la fin, il avait trouvé son but en protégeant les personnes qu'il aimait. Nous avons besoin d'un vétérinaire, a crié l'un des ambulanciers en s'occupant de mes blessures. Ce chien respire encore, mais il a perdu beaucoup de sang. Respire encore. Les mots m'ont frappé comme de l'électricité, coupant à travers le brouillard du choc et de la douleur. Tommy, ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Par lui, continue de parler, ne le laisse pas abandonner. Le garçon m'a regardé avec des yeux qui contenaient trop de douleur pour quelqu'un d'aussi jeune, mais il a hoché la tête et s'est penché près de l'oreille de Ranger. Tu te souviens quand le shérif Sarah t'a ramené à la maison pour la première fois, a-t-il murmuré. Tu te souviens comme tu avais peur et mal, mais elle n'a pas abandonné avec toi. Eh bien, je n'abandonne pas non plus avec toi. Nous sommes une famille maintenant. Nous tous. Et les familles n'abandonnent pas. Alors que les ambulanciers s'efforçaient de stabiliser Ranger et moi, alors que les agents du FBI faisaient le tri dans 3 années de mensonges et de corruption, alors que la matinée à la montagne laissait place à un après-midi qui ressemblait à la fin d'une histoire et au début d'une autre, je me suis accroché à une pensée, parfois, les choses brisées, quand elles se trouvent, deviennent plus fortes qu'elles ne l'étaient jamais seules. La voix de Tommy a continué, ferme et forte, rappelant son ami de l'endroit sombre où vont les soldats blessés quand la douleur devient trop forte à supporter. Reviens, Ranger. Reviens-nous. Nous avons besoin de toi. Et quelque part dans cette clairière, entouré par le chaos de la justice, arrivant enfin, un vieux berger allemand avec trop de cicatrices et trop de cœur a décidé que peut-être, juste peut-être, il y avait encore du travail à faire. 6 mois plus tard, je me tenais sous le soleil du matin à l'extérieur de la nouvelle académie canine Deuxième Chance, regardant Tommy Whitfield démontrer les bons signaux manuels à un groupe de jeunes recrues de la police et à leurs partenaires canins. Le garçon, qui n'avait pas parlé pendant 6 mois après le meurtre de ses parents, bavardait maintenant facilement avec des officiers 2 fois plus âgés que lui. Sa confiance reconstruite, une séance de dressage de chiens à la fois, main à plat, paume vers le bas, Tommy a instruit un officier recru de Billings dont le chiot berger allemand était plus intéressé à chasser les papillons qu'à suivre les ordres. Les chiens lisent tout votre corps, pas seulement votre voix. Ranger m'a appris ça. À la mention de son nom, Ranger a levé sa tête grisonnante de l'endroit où il était allongé à l'ombre du porche avant de l'académie. La cicatrice de la balle sur son flanc avait cicatrisé en une fine ligne blanche qui correspondait aux cicatrices plus anciennes d'Afghanistan, mais la véritable guérison avait eu lieu quelque part de plus profond. Les cauchemars qui le réveillaient en gémissant dans le noir s'étaient estompés, remplacés par le sommeil paisible d'un chien qui avait trouvé son but. Ce vieux soldat a plus de bon sens que la plupart des humains, a dit une voix familière derrière moi. Je me suis retourné pour voir grand-mère Rose s'approcher avec 2 tasses de café fumant et ce sourire entendu qu'elle portait quand le monde se déroulait exactement comme elle l'avait prédit. Bonjour Rose, ai-je dit, acceptant le café avec gratitude. À 34 ans,
j'apprenais à apprécier le simple plaisir des matins calmes sans la menace de la mort planant au-dessus d'eux comme des nuages orageux. Enfant, tu as l'air mieux chaque jour, a observé Rose, étudiant mon visage avec l'intensité de quelqu'un qui avait vu trop de gens essayer de cacher leur douleur derrière des sourires courageux. La couleur est revenue dans tes joues et tu marches plus droit. Cette épaule te cause-t-elle d'autres problèmes? J'ai fait rouler mon épaule gauche pour voir. La thérapie physique avait fait des merveilles, bien que j'aurais probablement toujours une légère douleur quand le temps changeait. Certains matins, ça me rappelle ce qui s'est passé, mais la plupart du temps, ça va. Le docteur Martinez dit que je guéris mieux qu'elle ne s'y attendait. Les corps guérissent plus vite quand le cœur a quelque chose pour lequel guérir, a dit Rose avec le genre de sagesse populaire qui avait parfaitement du sens, même quand ça ne devrait pas. Et le Seigneur sait que tu as beaucoup pour lequel guérir ces jours-ci. Elle avait raison à ce sujet. L'Académie canine avait commencé comme un moyen de donner un but à Ranger pendant sa convalescence, mais elle était devenue quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Les services de police de 3 comtés envoyaient des officiers ici pour la formation et nous avions une liste d'attente de chiens militaires retraités qui avaient besoin de foyers et de maîtres qui comprenaient leur marque particulière de courage. Tommy, ai-je appelé à travers le terrain d'entraînement, il est temps de faire entrer la classe à l'intérieur. Nous avons la cérémonie d'adoption dans 1 heure. Le garçon a hoché la tête et a commencé à rassembler les recrues avec l'autorité naturelle de quelqu'un qui avait gagné sa place par l'expérience plutôt que par l'âge. Il y a 6 mois, il était un enfant traumatisé qui ne parlait qu'en chuchotement et en dessin. Maintenant, il était notre assistant entraîneur non officiel avec une compréhension intuitive du comportement canin qui étonnait même les maîtres professionnels. C'est encore difficile à croire parfois, ai-je murmuré, regardant Tommy aider un officier nerveux à créer des liens avec un chien de sauvetage qui avait été renvoyé dans des refuges 3 fois avant de trouver son chemin vers nous. Quoi donc, ma chérie? Comment tout a fonctionné? Rachel Stone et ses associés risquent des accusations fédérales de complot. La prison à vie sans libération conditionnelle si l'accusation obtient gain de cause. La famille Henderson, les chaînes Kowalski, obtiennent enfin justice pour leur enquête. Tommy a de nouveau une famille. Je me suis arrêté, regardant Ranger se lever lentement et marcher vers l'endroit où Tommy travaillait, et un vieux berger allemand, qui était censé être trop brisé pour le travail de police, forme la prochaine génération d'équipe canine. Rose a gloussé. Le son portait la chaleur de quelqu'un qui avait assez vu de la vie pour savoir que les miracles arrivaient généralement avec des vêtements de travail et des pattes boueuses. Ma chérie, le bon Dieu a le sens de l'humour à ce sujet. Il prend les morceaux brisés et en fait quelque chose de beau, mais il ne demande généralement pas la permission d'abord. La porte moustiquaire s'est ouverte et Jim Patterson est sorti sur le porche, se déplaçant avec la délibération prudente d'un homme dont l'arthrite lui rappelait quotidiennement qu'il n'avait plus 20 ans. À 58 ans, il avait pris sa retraite anticipée du service du shérif pour aider à gérer l'académie, affirmant qu'il était trop vieux pour chasser les criminels, mais juste ce qu'il fallait pour enseigner aux jeunes officiers comment rester en vie. Sarah, nous avons des visiteurs, a annoncé Jim, hochant la tête vers l'allée de gravier où un VUS familier soulevait des nuages de poussière. On dirait que nos invités d'honneur sont arrivés. Le véhicule s'est arrêté et Mark et Linda Shen en sont sortis, ainsi que Jessica Rodriguez, ne prétendant plus être les Anderson, enfin libres d'utiliser leur vrai nom après 3 ans de clandestinité. Derrière eux est arrivé un visiteur surprise, le colonel David Martinez, mon ancien commandant en Afghanistan, vêtu de vêtements civils mais se tenant avec l'attitude indéniable d'un soldat de carrière. Shérif Msekinon, a dit le colonel Martinez, tendant sa main avec un sourire qui portait une chaleur authentique. Ravi de vous voir en si bonne santé. Quand j'ai entendu parler de ce qui s'est passé ici, de la façon dont vous avez aidé à dénoncer la corruption qui a tué votre équipe, je savais que je devais venir voir cet endroit par moi-même. Colonel, c'est inattendu. J'ai serré sa main, notant que les aigles argentés sur son col avaient été remplacés par la confiance décontractée d'un homme qui avait fait son temps et mérité son repos. Qu'est-ce qui vous amène dans le Montana? 2 choses, a-t-il répondu, son regard se déplaçant à travers le terrain d'entraînement où de jeunes officiers et leurs partenaires canins travaillaient à travers des exercices conçus pour renforcer la confiance et la communication. Premièrement, je voulais personnellement m'excuser de la façon dont l'enquête sur la mort de votre équipe a été traitée. Nous aurions dû creuser plus profondément, aurions dû poser des questions plus difficiles. De bons soldats sont morts parce que nous avons accepté des réponses faciles. C'est du passé, colonel. Nous avons fini par découvrir la vérité. Oui, vous l'avez fait, ce qui m'amène à la 2e raison pour laquelle je suis ici.
Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe d'allure officielle. Le ministère de la Défense a autorisé une enquête rétroactive sur l'incident en Afghanistan en fonction de nouvelles preuves fournies par la famille Chen et corroborées par la confession de Rachel Stone. Votre équipe reçoit à titre posthume la Purple Hat pour les blessures reçues au combat contre un ennemi des États-Unis. Les mots m'ont frappé comme un coup physique de la meilleure façon possible. Pendant 3 ans, j'avais porté la culpabilité d'être la seule survivante, croyant que mon équipe était morte pour rien. Maintenant, enfin, leur sacrifice était reconnu pour ce qu'il était vraiment, non pas une tragédie aléatoire, mais le prix à payer pour dénoncer la corruption et protéger d'autres soldats du même sort. Il y a plus, a poursuivi le colonel Martinez, l'armée est en train d'établir un nouveau programme pour les chiens militaires retraités en se basant sur le modèle que vous avez créé ici. L'Académie canine Deuxième Chance est désignée comme programme pilote, avec un financement fédéral pour étendre vos opérations. J'ai regardé autour de moi tout ce que nous avions construit, les installations d'entraînement, les chenils pour les chiens attendant de nouveaux foyers, le parcours d'obstacles où Ranger travaillait avec Tommy pour enseigner la patience et la confiance aux animaux qui avaient oublié comment croire aux humains. Il y a 6 mois, c'était un champ vide, avec un rêve et une prière, et maintenant ça devenait quelque chose qui pouvait aider des centaines de soldats, à 2 et à 4 pattes, à retrouver leur chemin du retour. Grand-mère Rose a toujours dit, le Seigneur œuvre de mystérieuses manières, a dit Tommy, apparaissant à mon coude avec Ranger boitant lentement à côté de lui. Le visage du garçon avait perdu l'air hanté qu'il avait assombri pendant si longtemps, remplacé par la vive curiosité d'un enfant qui avait appris que même les pires tragédies pouvaient mener à des bénédictions inattendues. Parfois, a dit Rose, rejoignant notre petit groupe avec ce sourire entendu jouant toujours autour de ses lèvres, il envoie des anges avec 4 pattes et des pieds boueux, et parfois, ma chérie, nous sommes l'ange de quelqu'un d'autre et nous ne le savons tout simplement pas encore. Alors que le soleil de l'après-midi peignait tout dans des nuances d'or et de possibilités, j'ai regardé Tommy s'agenouiller à côté de Ranger et murmurer quelque chose à la vieille oreille cicatrisée du chien. Quoi qu'il ait dit, la queue de Ranger a légèrement remué, et pour la première fois depuis l'Afghanistan, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Les deuxièmes chances, il s'est avéré, étaient juste les premières chances, portant des vêtements de travail. Ma grand-mère disait toujours, le bon Dieu ne gaspille jamais une blessure, et après avoir vécu 73 ans sur cette terre, je crois qu'elle avait raison. Parfois, les blessures les plus profondes creusent les plus grands espaces pour que l'amour grandisse. Le shérif Sarah M. Sekinon et ce berger allemand cicatrisé nommé Ranger prouvent que briser ne veut pas dire inutile. Ça veut juste dire que vous avez de la place pour que quelque chose de beau prenne racine. Nous portons tous des cicatrices des batailles de la vie. Peut-être avez-vous perdu un conjoint après 40 ans de mariage, ou vu vos enfants déménager et fonder leur propre famille. Peut-être avez-vous pris votre retraite d'un emploi qui vous a défini pendant des décennies et vous vous demandez quel but il vous reste. Sarah et Ranger nous rappellent que nos deuxièmes chapitres peuvent être nos plus significatifs. Ce vieux chien, jeté par un système qui ne voyait que ses limites, est devenu un enseignant pour la prochaine génération. Sarah, hantée par la culpabilité des survivants et ayant l'impression que ses meilleurs jours étaient derrière elle, a découvert que son plus grand service était encore à venir. Leur histoire nous enseigne que la loyauté n'expire pas avec l'âge, que le courage ne diminue pas avec les cheveux gris, et que les personnes et les animaux qui ont traversé les vallées les plus profondes sont souvent les meilleurs guides pour les autres qui empruntent des chemins similaires. Tommy a retrouvé sa voie parce que 2 âmes brisées lui ont montré que la guérison est possible. L'Académie canine Deuxième Chance témoigne que ce que le monde jette, l'amour peut le racheter. Vos cicatrices racontent une histoire de survie. Votre sagesse, acquise à travers des décennies de joie et de chagrin, est exactement ce que quelqu'un de plus jeune a besoin d'entendre aujourd'hui. Comme Ranger, vous pouvez bouger un peu plus lentement qu'avant, mais votre cœur bat toujours avec un but. Comme Sarah, vous pouvez avoir des regrets, mais ces expériences vous ont donné une compassion qui peut changer des vies. Ne laissez personne vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Parfois, le travail le plus important commence quand le monde pense que vous avez fini. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commencent quand vous êtes assez vieux pour savoir ce qui compte vraiment. Partagez votre histoire avec nous. Avez-vous déjà trouvé un but inattendu après un changement de vie majeur? Quelle deuxième chance vous a appris que votre valeur ne diminue pas avec l'âge? Nous aimerions entendre comment vous avez transformé vos cicatrices en source de force. Laissez un commentaire ci-dessous et inspirez quelqu'un qui pourrait emprunter un chemin similaire aujourd'hui.